Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour, en direct, en public, c'est le grand live e-commerce, on en parle. Bonjour Martine. Bonjour Martinel. Alors, ravi de vous accueillir, c'est une première, on est en direct, on est en public à l'occasion de Toptic, ici même à Marseille, pour une nouvelle émission et pour un magazine qui est une référence en matière de e-commerce. Présentation de l'émission, présentation du magazine, Martine. Alors e-commerce magazine, qu'est-ce que c'est? C'est le média du cross-canal qui suit l'actualité des acteurs du digital, du e-commerce. On a un magazine papier, on a bien entendu un site internet qui vous informe sur l'actualité du digital. On est également présent sur les réseaux sociaux et au travers de nos newsletters, Marc Lionel. À la tribune, à vos côtés, vous nous avez réuni un panel d'experts. On va effectivement parler d'une dynamique. Alors, le sujet du jour, Martine. Le sujet du jour, pourquoi ce sujet sur la connaissance client et l'e-commerce, Marc Lionel? Parce que la connaissance client, et les acteurs ici ne me démentiront pas, c'est le sujet qui occupe aujourd'hui toutes les directions marketing et digitales des grands groupes et des plus petites structures d'ailleurs. Alors les marques veulent pouvoir encercler leurs consommateurs en permanence sur tous les points de contact. Et le métier de directeur marketing a complètement muté ces dernières années. Son rôle est devenu celui d'un chef d'orchestre qui doit savoir installer dans son entreprise le digital, le social, le CRM, les approches smart data et j'en passe. Et l'objectif, c'est tout simplement de mettre en place et de piloter une vision 360 degrés des clients sur l'ensemble des points de contact. Mais qui dit mettre le client au cœur des organisations, dit également se réorganiser le marketing autour de la data. Et ça a bien entendu des impacts dans les organisations des entreprises. Alors d'un côté, il y a les entreprises qui doivent mieux connaître leurs clients, personnaliser leurs offres et être de plus en plus pertinentes pour séduire des clients de plus en plus volatiles. Et de l'autre, il y a des consommateurs qui sont de plus en plus impliqués et exigeants. On assiste, on en parle souvent, à une sorte d'ubérisation des usages. Le consommateur devient lui-même producteur de contenu, voire de services. Il peut jouer un rôle dans des plateformes d'entraide, déposer des commentaires. Il peut exprimer un ensemble d'attentes. Donc, Marc Lionel, le sujet de la connaissance client, connaître son client est extrêmement ouvert. Merci pour cette introduction à la tribune. Je présente tout de suite les invités. Véronique Pochard, votre titre est anglais, Head of Global User Experience au sein de Voyage Privé. Bienvenue. Bruno Etier, vous êtes directeur marketing d'Allopneu. Bienvenue à la tribune du grand live e-commerce. Olivier Trubert, bonjour. Vous êtes président fondateur de Darwin, un surdoué de la croissance sur le territoire et au sein de la French Tech. Et Marc Chilachi, qu'on ne présente pas sur le territoire, qui est fondateur et président du directoire Doxatis. Bonjour à tous. Alors, première question, vous me l'avez préparé, moi je fais le boulot et je le fais bien volontiers. Martine, comment actionner avec efficacité les différents leviers du marketing online? Quels sont les arbitrages à faire? Comment arbitrez-vous entre les différentes options qui se présentent à vous? Qui veut répondre? Bruno, Olivier, Marc, allez c'est parti, allons-y. Allez, je me lance. Écoutez, pour ce qui concerne allopneu.com, en quelques mots... Belle réussite, belle croissance. Oui, leader en France, leader sur Internet, mais leader tout court, puisqu'aujourd'hui, allopneu.com, c'est la première enseigne de vente de pneus grand public en France. Plus de 3 millions de clients, 3 millions de pneus vendus annuellement. En combien d'années cette affaire? En 10 ans. Alors là, il aura fallu plusieurs siècles pour faire Michelin. En 10 ans, les centres auto ont mis un peu plus longtemps à s'imposer, mais enfin, bon, en tout cas, c'est une révolution d'ampleur comparable et qui n'est pas terminée, puisqu'aujourd'hui, le pneu sur Internet, c'est autour de 15%, dont 8% pour Allopneu. 15% du marché de la rechange en France. Voilà. Pour répondre à la question, alors sur la partie connaissance client, évidemment, il y a des choses assez basiques. Aujourd'hui, qui est notre cible? Notre cible est par définition assez large, c'est tous les gens qui ont des pneus, donc qui ont des véhicules, donc c'est 40 et quelques millions d'automobilistes en France et de motards. Et donc la question qui se pose, c'est surtout quel est le bon moment? Et la clé de notre métier, c'est de toucher les gens au bon moment. Parce que c'est quelque chose dans lequel on s'implique beaucoup pendant une semaine à 3 semaines tous les 3 ans. C'est une moyenne. Et donc il faut être très pertinent pendant ce laps de temps très court. Et vous activez quel levier principalement? Alors nous, principalement en termes d'acquisition, c'est vraiment le search marketing dans sa globalité, qui représente chez nous à peu près plus de 80% du trafic et des ventes au dernier clic. Derrière ça, il faut vraiment scinder deux sous-parties. Celle qui est liée à notre marque, parce qu'évidemment en 10 ans, on est passé de 0 à aujourd'hui plus de 30% de notoriété sur un panel national d'automobilistes 18 ans et plus. Donc on a une notoriété et ça doit continuer à progresser.
par rapport à d'autres enseignes qui sont plus dans l'esprit des automobilistes par défaut. Et puis on travaille évidemment tout ce qui est search hors marque, et avec la prise en compte et la complexité du nouvel écosystème du search, qui inclut évidemment toutes les requêtes innombrables de pneus. Au début, les gens cherchaient pneus ou pneus pas chers. Aujourd'hui, ils cherchent Energy Saver 205 55 16. Donc ça, c'est la longue traîne des mots-clés. Donc ça induit des différences. Des petits budgets d'AdWords, j'imagine, Voilà, pour être chez nous, c'est bon quelques endroit. millions d'euros par an. Et puis, il y a des changements importants qui ont lieu dans cet écosystème, notamment depuis quelques années, depuis 2 ans en particulier, l'émergence des formats Google Shopping, c'est-à-dire des annonces produits qui sont directement en résultat. Vous tapez pneu, vous n'avez pas demandé un pneu en particulier, eh bien, Google va vous proposer un pneu et va jouer ses statistiques pour que ça clique, parce que lui, que ça se vende, c'est pas forcément son objectif, il faut que ça clique. Très bien. Question suivante, Martine. Bruno Etier, je crois que vous aviez un point à ajouter sur les leviers. Donc on est sur le Google Shopping. C'est quoi exactement? En 25 secondes, parce qu'on a vraiment très peu de D'accord, temps. alors on va Bruno. être très rapide. Après, évidemment, un point important, c'est l'émergence du mobile. Le mobile, c'est un outil de repérage. Évidemment, il est important d'avoir un site mobile pour maximiser la conversion post-visite, mais il faut avoir en tête, et donc il faut être capable de mesurer les parcours multi-clients. Les autres leviers, très honnêtement, on les a testés, mesurés en post-view, en post-click. C'est pas rentable dans notre métier. D'accord, donc ça c'est les principaux. Alors, sauf peut-être un peu l'emailing qu'on arrive en acquisition. Très bien. Comment tirer parti concrètement de la connaissance des clients? Quels sont les points critiques à aborder au sein de Voyage Privé? Comment est-ce que vous procédez, Véronique? Alors nous, le client, c'est une obsession au quotidien. Ça marche, Nico? Je vais essayer de généraliser un petit peu pour ceux qui veulent s'y coller. L'essentiel, c'est évidemment de définir sa cible, parce qu'on voit malheureusement trop souvent des gens qui essaient de faire plaisir à tout le monde. On ne peut juste pas faire plaisir à tout le monde. Nous, la cible chez Voyage Privé, elle est claire. C'est les CSP+, qui veulent du voyage 4-5 étoiles et qui veulent de la sélection du service. Donc on optimise tout autour de ça. Ça ne veut pas dire qu'on refuse les clients qui ne sont pas dans cette cible, mais c'est vraiment super important de bien définir sa cible. Ensuite, évidemment, il faut collecter des données. Et des données, il y en a sous toutes ses formes. Il y a des données statistiques, il y a les données que le client vous donne. Nous, ils nous donnent leur code postal, on le prend. Et pas seulement, ils sont obligés de se loguer, voilà, ces destinations. Donc il y a ce qu'on traque en voyant leur comportement sur le site, mais il y a ce qu'ils nous donnent eux-mêmes. Et ils sont ravis en général de nous donner des informations. Et il y a toute une partie quali en fait où on va parler à nos clients. Alors bien sûr il y a les habituels focus group, mais il y a de plus en plus des tests utilisateurs où on fait venir des utilisateurs dans un lab, on les regarde en train d'utiliser notre site mobile, notre app, notre site sur desktop, et on en conclut des tas de choses et des tas d'améliorations. Et ensuite il faut tester. On entend énormément parler de l'A/B test. 3T. Voilà, tester, optimiser, recommencer, se planter et recommencer, et se planter encore et encore recommencer. Martine Fuxa. Oui, sur l'A/B testing, justement, vous en parliez. Est-ce qu'il y a d'autres... Quelles sont les technologies aujourd'hui pour se rapprocher de ses clients, mieux les connaître? Qui veut prendre la parole là-dessus? Est-ce qu'il y a des typologies de technologies à avoir en tête? Olivier, peut-être, de l'agence Darwin. Olivier Trubert. Oui, bonjour. Je dirais oui, il y a des technologies, mais il y a surtout des fondamentaux en termes donc de CRM ou de connaissances clients. Premier fondamental, c'est de collecter donc la donnée. Donc aujourd'hui, on parle beaucoup de DMP, de Data Management Platform, qui sont donc des solutions qui permettent de stocker de la donnée. C'est généralement réservé aux gros acteurs du marché parce que ça a un coût assez important. Néanmoins, un acteur moins important va stocker sur des outils de type routeur d'email et faire des segments de ses clients pour pouvoir après mieux les travailler. Donc première partie collectée. Deuxième également fondamentale, c'est enrichir. Et donc là, on peut enrichir également via de la donnée tierce partie, ce qu'on appelle du third party. Donc on va aller acheter des informations pour compléter les profils de nos clients. Troisième fondamental derrière, c'est après donc comprendre le comportement du consommateur, comment l'internaute chez moi achète, quel est son parcours d'achat, sur combien de leviers clique-t-il avant de faire un achat chez moi. Et puis derrière, on peut monter une stratégie qui va permettre après de diffuser notre information par email, par bannière ou autre, afin de toucher l'internaute. Et donc on peut le faire via divers moyens, du RTB, c'est-à-dire de la bannière, de l'emailing, de l'AdWords ou autre.
parce qu'à partir du moment où on a la donnée, on va pouvoir retrouver nos clients sur toute la toile. Et dernier point, c'est la partie mesure qui est la plus importante, c'est d'arriver à mesurer tout ça pour pouvoir donc faire après du test and learn, donc se tromper, recommencer, se tromper, recommencer. Martine Fuxa. Alors, une question sur les recettes en fait des grands acteurs qui sont engagés dans des logiques de customer centric. Vous, Véronique, qui avez passé quand même 12 ans dans la Silicon Valley, qu'est-ce que les Américains ont plus que nous? Parce qu'ils ont mis quand même le client au centre depuis longtemps. Qu'est-ce qu'ils ont compris que nous, on ignore encore? Pas tant que ça, mais c'est vrai qu'aux États-Unis, pour tous ceux qui sont déjà allés, vous avez été surpris de l'accueil qui vous est réservé dans les magasins. Vous allez au supermarché, non seulement il y a quelqu'un qui est là, non seulement quelqu'un est là pour mettre ce que vous avez acheté dans un sac, mais en plus le sac il n'est pas payant et si vous amenez votre propre sac, on vous rembourse. C'est pas tout à fait la même approche. Bon, ça c'est l'exemple au quotidien et c'est vraiment comme ça qu'ils vivent et vraiment toute la Silicon Valley est centrée autour de ça. Si c'est bon pour le client, ça sera bon pour le business. Ça c'est vraiment la culture. Et moi j'étais chez Yahoo en 2000, on avait les premiers labs utilisateurs pour aller faire venir justement les gens venir expérimenter avec les produits Yahoo. Amazon a commencé les B-tests il y a 15 ans. Nous, on commence à faire de l'A/B test. Ce que vous dites souvent, c'est qu'il y a une différence d'approche en fait. Chez nous, on pense chiffre d'affaires, aux États-Unis, ils pensent plus client. Dans la Silicon Valley, c'est pas partout. Oui, mais ça change énormément. Et vraiment, moi, en 5 ans en France, j'ai vu énormément de changements dans le recrutement. Au début, j'avais beaucoup de mal à recruter des gens qui avaient ce sens client et maintenant, ça vient de plus en plus. Et quand on partage avec les collègues, c'est vraiment au cœur de nos métiers. Marc Chilachi, je vous voyais réagir, acquiescer par rapport à cette notion de customer centric, c'est un témoignage peut-être. D'abord, ce que j'acquiesce, c'est que j'ai vécu quelques années et j'ai lancé l'ancêtre d'Oxatis aux États-Unis, donc le consumer centric, on aime beaucoup, ça parle beaucoup. Et moi, je dirais qu'en effet, vous parliez d'outils à l'instant, il y a un outil qui est assez fabuleux qu'on appelle le RFM, le Recency Frequency Amount, qui permet de segmenter en temps réel une base de clientèle en fonction de la fréquence de ses achats, des montants d'achats et de la récence des achats. Alors ça, c'est un fondamental de la vente à distance, il existe depuis 20-30 ans, et c'est aujourd'hui quand même toujours le saint graal de la fidélisation. Je ne dirais pas que c'est le saint graal, mais c'est extrêmement important. On sait très bien qu'un client fidélisé coûte infiniment moins cher qu'un client acquis, que nous, on voit des sites chez nous qui arrivent à des 10, 12, 15% de taux de transformation, qui sont des taux de transformation extraordinaires, et on est certain que ces gens-là, ils ne font ces taux de transformation que parce qu'ils font du repeat business, pas parce qu'ils font de l'acquisition et qu'ils ont la chance de faire des taux de transformation 6 fois supérieurs aux autres. Martine Fuxa. Marc, j'en profite que vous ayez la parole. Est-ce que chez les petits e-commerçants, entre guillemets, petits bien entendu, est-ce qu'il y a des problématiques spécifiques sur la relation client? Alors d'abord, ce que je voulais dire, c'est que les petits, ils ont vocation à devenir grands. Alors comme on est dans la région de Marseille, moi je citerai par exemple l'un de nos clients qui est leader maintenant français de la cigarette électronique en ligne. Il faisait 100 000 € il y a 4 ans, il fait 8 millions d'euros aujourd'hui. Oui, les petits peuvent devenir rapidement grands. Sur cette région, c'est spectaculaire, Martine, parce qu'on va dans le Nord, on va en Alsace, il y avait un héritage de vente à distance. Ici, je ne pense pas insulter quelque chose, donc il y a 10 ans, il n'y avait rien. Et aujourd'hui, c'est une sacrée région de e-commerce. Tout a poussé, on voit des leaders nationaux, voire européens, c'est assez époustouflant. Marseille a quand même toujours eu le sens du négoce. C'était le pays des négociants. Donc l'Internet leur a peut-être amené la nature d'une infrastructure plus légère dont elles avaient besoin, mais c'était là. Ensuite, je pense que les sites de plus petite taille, les problématiques qui se posent à eux, c'est qu'ils ont moins de moyens de mettre en œuvre, proportionnellement, et donc il faut leur amener des outils plus simples. Quelque chose dont on n'a pas parlé, mais qui est super simple, on a par exemple un site qui est dans le paintball, c'est le leader français du paintball. Eux, ils font du SMS couplé à du mobile. Et ils disent en rigolant, parce que c'est leur métier, c'est une tuerie. Parce que chaque fois qu'ils envoient 10 000 SMS bien ciblés avec une belle offre derrière, ils font des taux de transfo à nouveau qui sont supérieurs à 2 chiffres. Donc c'est juste incroyable. Donc tous ces clients, ils ont besoin d'outils avec un résultat très rapide. On parlait de Google AdWords. Pour eux, ils s'en servent pour trouver très rapidement la sémantique qui va bien, qui vont ensuite leur permettre de travailler sur des mots et du SEO plus classique. Et puis, Martine, on discutait tout à l'heure, on a vu la progression extraordinaire des marketplaces cette année en France, puisqu'elles ont connu une croissance de l'ordre de 56 ou 58%, ces marketplaces, et 27% du chiffre d'affaires des sites qui ont une marketplace, c'est la marketplace, et ce sont ces moyens et petits marchands qui apportent la profondeur du catalogue. Donc c'est une opportunité fabuleuse pour eux. Martine Fuxa.
Et d'ailleurs qui apporte tout ce dynamisme aujourd'hui que connaît l'e-commerce. On a des chiffres assez époustouflants pour ce premier semestre de l'année. Si vous pouviez classifier les 10 difficultés principales ou les 5 que les petits entre guillemets city marchands doivent surmonter, quelles seraient-elles? On est confort, on a 45 secondes. Voilà, 10, je vais avoir du mal en 45 secondes, mais la première problématique, c'est de se focaliser sur des outils qui sont à leur portée et qui vont rapidement porter des fruits. Donc en effet, commencer par faire du AdWords, parce qu'on va rapidement regarder le retour sur investissement et ensuite décliner sur du SEO, profiter des places de marché qui évidemment ponctionnent une partie du résultat parce qu'elles ont une commission d'apport du client qui remplace le coût du marketing, mais c'est beaucoup plus direct pour un petit marchand. Et puis utiliser toutes les techniques, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on voit des petits marchands qui font pas de mobile, qui font pas de place de marché, etc., c'est pire que s'ils n'étaient pas ouverts le dimanche, ils sont pas ouverts le week-end. Là. Donc c'est extrêmement important de ne pas perdre ces 15, 20 ou 30% de chiffre d'affaires. Martine, il nous reste pratiquement 7 minutes. 7 minutes. Alors moi j'avais une petite question sur justement le dynamisme de la région PACA sur le digital avec la French Tech. Est-ce que aujourd'hui vous sentez cette dynamique globale chez vous? Peut-être. Qui veut répondre? Allez. Qui veut répondre alors voilà, un des grands piliers de cette French Tech. C'est vrai que moi, Darwin était investi dans les French Tech, donc je gère à titre privé la partie marketing des French Tech. Et donc c'est vrai qu'on remarque une énergie positive depuis que les French Tech se sont installés, je dirais, en Provence. Je le disais tout à l'heure, donc beaucoup d'animations, beaucoup de rencontres, beaucoup d'échanges. Et ça a un effet vraiment très, très positif. Ces 3 semaines de French Tech Week, c'est impressionnant quand même. Depuis le début, là, ça pétille. Hein. C'est pas que 3 semaines, je dirais, ça fait des mois que ça dure. Ça fait des mois que ça dure, des mois que les entreprises et les acteurs se rencontrent pour travailler ensemble, pour faire émerger, je dirais, des événements, des solutions, des projets. Et ça va, je dirais, créer beaucoup plus donc, de compétences également sur le territoire qui vont nous permettre de nous développer encore plus vite. Au niveau du recrutement, est-ce que c'est facilitateur finalement de faire venir des talents dans le territoire? Je pense que ça le sera. Au niveau des projets French Tech, il y a beaucoup d'incubateurs, également des accélérateurs, qui vont permettre de former également donc, une bonne partie des étudiants aux nouvelles technologies. Et ça va vraiment nous aider, nous, en tant qu'acteurs locaux, à nous développer. Très bien. On a encore un peu de temps. On a encore un petit peu de temps. Pour revenir au sujet du big data, est-ce qu'en local vous avez des acteurs qui sont des pépites justement sur la connaissance client, ou est-ce qu'il y a des Véronique, je crois que vous travaillez avec qui pour justement développer vos technologies pour mieux. Est-ce que vous avez votre data évangéliste en in-store ou est-ce qu'il faut aller chercher à l'extérieur? Je complète la question, Martine. Ouais, nous on essaye de l'avoir en in-store. Vous y arrivez? Ça y est, vous l'avez eu? Parce que c'est une denrée rare. Hein. On n'a pas encore tout le monde, mais on a commencé à construire une équipe qui grossit tous les jours. Et on peut pas forcément, c'est pas le fait d'être ex qui est un problème, c'est le fait que ces profils n'existent pas. Donc il faut soit prendre des paris sur des juniors dans lesquels on croit, soit réadapter des gens qui n'étaient pas forcément dans l'internet, mais voilà, on est assez content, on a encore énormément à faire et on recrute, donc à bon entendeur. Mais oui, le but, on cède bien sûr évidemment de sociétés prestataires. Alors oui, il y a le terreau. Est-ce que le terreau local est fort? Parce qu'on voit bien en termes de data, il y a de l'infrastructure, il y a pas mal d'acteurs assez innovants, il y a beaucoup d'éditeurs. Sur le prochain pari, tout le monde s'accorde à dire que le big data, il va falloir le gagner. Est-ce que le territoire est bon? Est-ce qu'il y a encore de la place là pour des nouveaux entrants aussi? Oui, complètement. Nous, on n'a pas forcément des partenaires qui sont sur Aix, mais on en a dans le sud, sur Montpellier, sur Paris. On n'a pas. C'est l'Internet, peu importe où on est. Les bons, ils peuvent se trouver à quelques centaines ou milliers de kilomètres. Marc. Alors à partir du moment où on peut travailler n'importe où, c'est sûr qu'on ne va pas vous raconter que le sud n'est pas attractif. Donc on a rarement du mal à attirer les talents. Je dirais que le seul mal que nous on a, c'est un mal éthique. C'est-à-dire que quand vous déplacez un directeur ou une directrice de la région parisienne avec toute sa famille, c'est une responsabilité morale de savoir que ça va marcher, qu'on va le garder, etc. Mais j'ai jamais vu quelqu'un d'un bon profil refuser de venir profiter des avantages du Sud. C'est un peu un faux débat finalement. L'Internet, c'est quand même sans frontières, on peut le dire. Mais chez vous, à l'Opneu, sur tout ce qui est big data, vous travaillez avec qui et pourquoi faire? Alors, sur le big data, on arrive pratiquement au dernier tour de table. Je propose effectivement sur l'Opneu un focus. Et puis, un mot de conclusion, Martine, s'il faut la compléter, c'est parti. Voilà, on a beaucoup d'informations. On s'efforce déjà de l'exploiter avec des objectifs précis.
C'est-à-dire qu'on a du web analytique, on a du comportemental navigation, on a pas mal d'informations. Et aujourd'hui, nous, notre façon de travailler est d'abord de chercher à répondre à des problématiques. On a un enjeu business, on a des écarts de conversion, par exemple, entre différents segments de trafic. On va essayer de comprendre, donc collecter de la donnée pour comprendre et ensuite agir. Par contre, du pur exploratoire, des choses très simples, c'est que on dit le e-commerce c'est le produit le moins cher, on avait les produits les moins chers mais aussi les moins connus. Aujourd'hui, par l'exploration client, on a réussi à comprendre que les gens voulaient de la marque moins chère, de la marque rassurante, du Michelin, du Pirelli, du Continental. Voilà. Et donc ça c'est anecdotique peut-être, mais c'est des quick wins comme ça qu'on a pu mettre en place et qui ont permis d'augmenter le taux de conversion de l'ordre de 7-8%. Eh bien, merci pour cette conclusion. Je crois qu'on peut vous remercier d'avoir participé. Mesdames et messieurs, Bruno Etier, le directeur marketing d'Allopneu. On peut le remercier, l'applaudir. Allez, suite des conclusions, Martine Fuxa. Merci infiniment à tous d'avoir échangé sur ce thème de la connaissance client. Je crois qu'on peut tous vous applaudir. Et merci d'incarner aujourd'hui le dynamisme de la région PACA sur le numérique. Ok, je donne encore 20 secondes à chacun puisqu'on a encore 20 secondes. Après, on a notre ami, puisque c'est une première, sa première émission, c'est un pilote comme on dit. Et j'ai une petite surprise qui vous est réservée en conclusion. 20 secondes, un mot de la fin de conclusion, Marc. Le mot de la fin, c'est que pour moi, le e-commerce, c'est une extraordinaire opportunité pour toutes les entreprises. Nous venons de signer un partenariat avec Sage en Angleterre. Sage, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est 2 millions d'entreprises en Europe pour la gestion. Eh bien, quand Sage interroge ces entreprises, 40% d'entre elles veulent être en ligne, non pas pour faire 100% de leurs chiffres, mais pour faire 5, 10, 15, 20%. Donc on va avoir une explosion réelle du e-commerce dans les prochaines années. Et c'est à suivre et il ne faudra pas rater cet enjeu. Merci Marc Chilachi. Je rappelle, pour ceux qui ne vous connaîtraient pas, que vous êtes le fondateur, le président du directoire d'Oxatis. Suite des conclusions, et alors là c'est vraiment confort, il y a 40 secondes. Olivier, en 40 secondes, un point qui n'aurait pas été dit, un conseil opérationnel, encore un dernier pour nos invités. C'est vrai que le conseil opérationnel, c'est vraiment, dès le départ, pour un marchand, de bien connaître ses objectifs, de bien connaître ses moyens pour atteindre ses objectifs, de définir une stratégie adaptée aux moyens et aux objectifs, et derrière, surtout, de mesurer, donc de s'équiper d'outils pour mesurer tout son travail. Et là, quelles que soient les actions qu'on fait sur Internet, il faut mesurer, comparer, travailler aujourd'hui avec des outils de contribution et pas des outils forcément d'attribution. C'est-à-dire qu'il y a des outils qui vont vous permettre de savoir qu'une visite va générer une vente après 2, 3, 4 jours. Donc il faut en tenir compte, donc pas travailler sur une logique de silo. Et ce ne sont pas les géants du retargeting qui en plus sont français qui vous démentiront. Merci très sincèrement d'avoir participé à cette émission. Olivier Trubert, président fondateur de Darwin. Last but not least, elle a vécu dans la Silicon Valley. Elle va conclure avec l'aventure de voyage privé. Ce tour de table avant la petite surprise de conclusion. C'est parti. Mais justement, j'ai vécu dans la Silicon Valley, je dirais vive la France, allons-y, on peut le faire, quoi. Ils sont pas meilleurs que nous, les Américains. Même pas peur. Il faut juste avoir la confiance qu'ils ont en eux. Si on a la même confiance, on a des très très bons talents. En particulier, les développeurs en France sont extrêmement bons. Il n'y a pas de raison. Et on a le soleil en plus. En plus, on a le soleil. Quelle belle conclusion, Véronique Pochard, Head of Global User Experience au sein de Voyage Privé. Il nous restera 30 secondes pour la conclusion des conclusions, Martine. Mais avant, une petite surprise, un petit cadeau pour ce premier pilote. Beltramo, alors vous êtes notre caricaturiste et en direct, vous nous avez caricaturé nos invités. Alors. Voilà un petit cadeau pour chacun. Donc, pour Martine, voilà. Alors, le client à 360 degrés, c'est marrant. C'est ce qu'on appelle le e-commerce. Voilà, merci, on vous l'offre et c'est un petit cadeau de conclusion. Ensuite, elle a dit, c'est ce qu'elle a dit, je suis obsédé, mais uniquement par ses clients. Oh, ça va, alors l'honneur est sauf, c'est un petit cadeau. Alors, Allopneu, ça roule à fond grâce à la tactique. Voilà. Et c'est parti, une petite carte. Celle-là, je l'aime bien, c'est ma préférée. L'agence Darwin, bonjour. L'e-commerce est en pleine évolution. Voilà, on est sauvé, un petit cadeau, une petite caricature. Voilà, pour le dernier, c'était si à Marseille, si tu nais gosse, tu seras doué pour le négoce. Et un que je n'ai pas pu finir à l'instant, c'est ce qu'elle a dit, la conclusion.
Elle a dit yes, we can bière. Bravo. Voilà, yes, we can bière. Bravo, Merci bravo. à tous. Allez, eh bien c'est l'heure de se quitter. La conclusion des conclusions, c'était une première. Alors, on va C'était une se- première. Bah, écoute, ravi Marc Canel de nous avoir accueillis ici à Marseille pour cette première. Et merci infiniment à nos invités d'aujourd'hui, à ce beau plateau d'acteurs régionaux et qui irradient et inspirent l'e-commerce en France et au-delà, en Europe et même plus loin, aux États-Unis. Donc, bah, écoute, je suis ravie. Et Eh puis, ben, si tout va bien, on se retrouve bientôt. Alors, e-commerce, à c'est marrant. Toulouse, en Alsace, etc. Un grand merci. Moi, il me reste à remercier Carole et Étienne qui sont venus aujourd'hui à Marseille du groupe et qui nous ont vraiment donné cette opportunité de faire cette émission. Hervé Langlard également, le boss du groupe Edicialis qui nous suit dans cette aventure. Et puis, je sais que le président Fister nous a rejoint dans un instant. C'est une bonne surprise. Il sera en direct avec nous et ça va suivre cette émission. Merci en tout cas. Revenez quand vous voulez à l'antenne du Grand Live e-commerce. Au revoir.